Et place au débat sur le Sénat à l'occasion des élections sénatoriales, donc de dimanche. Face aux critiques récurrentes depuis le général de Gaulle, faut-il conserver la chambre du seigle et de la châtaigne? À moins que le Sénat, du latin senex, comme dans Sénile, ne soit le lieu du recul et de la sagesse. On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Le Sénat, sa vue sur le jardin du Luxembourg, ses dorures. La Chambre haute, qui renouvelle la moitié de ses élus dimanche, constitue le deuxième pilier de la démocratie parlementaire française. Et pourtant, il reste le mal-aimé de la Ve République. Le général de Gaulle a même organisé un référendum pour le supprimer. C'est au peuple français tout entier, c'est-à-dire à vous, qu'il appartient d'en décider. Je ne saurais douter de la suite. Trop confiant, le général a dû démissionner après la victoire du non. Mais les critiques contre les sénateurs n'ont pas cessé pour autant. Lionel Jospin a mis le feu aux poudres en qualifiant la deuxième chambre d'anomalie institutionnelle. Les pays qui ont une deuxième chambre importante sont des pays qui sont des pays fédéraux. Et donc, on représente les Länder en Allemagne, si vous voulez, ou bien les États, comme aux États-Unis, où il y a un Sénat tout à fait important. Inutile, trop cher, trop vieux, le Sénat se trouve aussi depuis une dizaine d'années dans le collimateur des partisans d'une 6e République. C'est plutôt une chambre gérontocratique. Alors là, le renouvellement des générations, la féminisation de la politique, vous pouvez toujours l'attendre, et vous pouvez l'attendre encore des décennies, parce que le Sénat empêchera toute réforme sur elle-même. D'ailleurs, le Sénat votera-t-il la réforme des institutions voulue par Emmanuel Macron? C'est tout l'enjeu du scrutin de dimanche. Un Parlement moins nombreux, c'est un Parlement qui travaille mieux. Car pour faire passer sa réforme, Emmanuel Macron doit convaincre 60% des députés et sénateurs. Alors le Sénat est-il un doublon de l'Assemblée ou un garde-fou des excès parlementaires? Faut-il le faire évoluer ou le supprimer? On va voir ça avec vous trois. Jean-Luc Vingère, bonsoir. Vous êtes cofondateur du collectif Sénat Citoyen. Vous considérez que les sénateurs ne sont pas représentatifs ou ne le sont plus représentatifs de la société. Ils sont sensibles au lobby, ils coûtent cher. Il faudrait un Sénat radicalement différent, constitué de citoyens tirés au sort. Agnès Canaillé, pas sûr que vous soyez de cet avis, vous êtes sénatrice Les Républicains de Seine-Maritime. Selon vous, le Sénat constitue une chambre de réflexion et un pôle stabilisateur en ce qui concerne les institutions. C'est le contre-pouvoir parlementaire indispensable au fonctionnement de notre démocratie. Et enfin, Dominique Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'université Paris 1, la Sorbonne. Selon vous, le Sénat donne un poids considérable aux petites communes au détriment des métropoles et des régions. Il faut réformer le système de désignation des sénateurs. Nadia, les téléspectateurs sont extrêmement curieux, concernés, et vous avez choisi une question. Une question de téléspectateurs qui demande si on ne pourrait pas, peut-être même si on ne devrait pas réduire le nombre de sénateurs pour des raisons économiques. Agnès Canaillé, on peut rappeler que le candidat Macron avait annoncé, s'était engagé à réduire d'un tiers le nombre de parlementaires. Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde des parlementaires voter pour leur propre limogeage, pour s'auto-réduire ? Écoutez, oui, les parlementaires sont des élus responsables. Ils entendent aussi quelles sont les attentes des citoyens. Et la réduction d'un tiers des parlementaires, effectivement, est un engagement du président Macron. Et le Sénat n'y est pas fondamentalement opposé. On vous l'a dit? Vous en avez parlé avec... Le président Larcher, qui effectivement porte la politique du Sénat, et s'il est réélu évidemment dimanche prochain, a affirmé qu'il n'était pas opposé à cette réduction d'un tiers des parlementaires, à condition que l'on maintienne l'équilibre, évidemment, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors, s'il est réélu, parce qu'effectivement, il y a une élection dimanche, et il y a un certain nombre de candidats. Un nombre assez impressionnant, 1971 candidats, soit 12 candidats par siège, donc c'est un record. Dominique Rousseau, est-ce que ce chiffre spectaculaire ne renforce pas l'idée que le Sénat est une chambre de recyclage pour élus sans mandat, ayant perdu son mandat et n'ayant pas trouvé de travail de chroniqueur sur une chaîne de télévision? Alors, il y a deux chambres de recyclage, pour reprendre votre formule. Il y a le Parlement européen, et puis il y a le Sénat, et ça a toujours été le cas. Si vous reprenez par exemple 1958-1959, 1958, une majorité gaulliste à l'Assemblée nationale et un certain nombre de grandes figures qui sont battues, et on va les retrouver où? Mitterrand,
Duclos, Defferre, au Sénat. Donc, il est vrai que le Sénat a été utilisé, alors il ne faut pas non plus caricaturer, pas de manière générale, mais a été souvent utilisé pour trouver à des députés battus une manière de continuer de la politique au Sénat. Jean-Luc Vingère, c'est pour des raisons comme celles que vient d'exposer M. Rousseau que vous considérez que le Sénat n'est plus représentatif et obsolète ? Il est plus représentatif de fait, hein, si on regarde, enfin plus, il n'est pas représentatif de la population. Le Sénat est censé représenter quoi? Les collectivités territoriales? Oui, c'est vrai, il est censé représenter les collectivités territoriales telles qu'il est dans les institutions aujourd'hui. Nous, on pense qu'il devrait représenter la population française telle qu'elle est. Voilà. Donc effectivement, respecter les régions de provenance, l'égalité homme-femme, ce qui est très loin d'être le cas, et les classes d'âge, ce qui est aussi très loin d'être le cas. Une élection par des élus, est-ce que c'est très démocratique? Oui, c'est de la démocratie indirecte, et c'est une démocratie indirecte. À votre avis, est-ce perçu par nos compatriotes et nos concitoyens comme très démocratique? Écoutez, dès lors que l'élection du Sénat elle est complémentaire de celle de l'Assemblée nationale, puisqu'on est dans un système de bicaméralisme, et donc on a un système dans lequel les deux chambres sont complémentaires l'une de l'autre. Si on avait deux chambres clones l'une de l'autre, ça n'aurait pas de sens. Ce qui importe, c'est effectivement qu'on ait un mode de désignation au Sénat qui soit différent de celui de l'Assemblée nationale, pour donner au Sénat une autre légitimité, un autre regard complémentaire sur la loi notamment. Mais il y a deux éléments quand même. C'est une élection censitaire, donc les gens ne votent pas. Et avec la suppression du cumul des mandats, le sénateur n'a plus de contact avec ses territoires. Donc est-ce que ça en fait pas un élu hors sol, au fait? Et est-ce que ça renforce pas l'idée d'une chambre inutile pour la grande majorité de l'opinion publique? Alors, sur le non-cumul des mandats, moi je n'ai pas voté la loi et je n'y étais pas forcément favorable parce qu'effectivement, comme vous, j'ai le sentiment qu'il y a un risque de décalage et un risque de technocratisation des élus qui seraient coupés de leur origine, de leur base. Néanmoins, aujourd'hui, les sénateurs sont représentants des collectivités et ont dans leur mandat la contrainte, l'obligation, mais comme tous les élus, de rendre des comptes à leurs électeurs et donc d'aller au contact, de rencontrer. Moi, je vais régulièrement voir les maires, les élus locaux, les conseillers départementaux, régionaux. Et donc, évidemment, on reste en contact. Dominique Rousseau, vous pensez que c'est les élus les plus éloignés Non, mais il faut reprendre, si vous voulez, la question de la représentation du Sénat et de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, personne ne discute sa légitimité, elle est élue par le peuple. Le Sénat, en revanche, il y a toujours eu une discussion sur la légitimité de la seconde chambre. La République naît sans seconde chambre. 1791, il n'y a pas de seconde chambre. 1848, lorsqu'on rétablit la Seconde République, il n'y a pas de seconde chambre. Quand apparaît-elle? Alors, elle apparaît sous la Restauration, la monarchie, et elle va réapparaître en 1875, avec un échange entre les monarchistes et les républicains. Juste un peu d'histoire. En 1875, les monarchistes sont majoritaires à l'Assemblée, mais ils sont divisés. Et ils vont passer un deal avec les républicains en disant aux républicains, OK, on accepte la République, mais en échange, vous créez un Sénat. Ça, c'est le deal qu'a passé Gambetta avec les monarchistes. Et l'idée des monarchistes, c'est quoi? C'est que le Sénat, étant la fameuse chambre du seigle et de la châtaigne, dans la campagne, on sera toujours monarchiste, et donc on aura une politique conservatrice. Donc le Sénat a été inventé pour freiner les élans populaires qui peuvent se manifester à l'Assemblée nationale. Il y a donc toujours eu une suspicion sur la légitimité démocratique du Sénat. De mon point de vue, si vous me permettez, le Sénat ne peut se sortir de cette incertitude sur sa légitimité que s'il devient véritablement la seconde chambre des régions et des métropoles. Il faut supprimer le Sénat dans sa forme actuelle et faire du Sénat le Sénat des grandes métropoles. Moi, je suis partisan que les maires des grandes métropoles soient membres de droit du Sénat. Je suis partisan que les présidents des régions soient membres de droit du Sénat, parce que dans une démocratie comme la nôtre, il faut que les citoyens soient représentés, l'Assemblée nationale, et il faut que les territoires soient représentés, et c'est le rôle du Sénat. Mais dans sa composition actuelle, il représente la France du 19e siècle. Il faut un Sénat qui soit
le Sénat d'Internet et des réseaux demain. sociaux. Alors, sur les préconisations et comment changer le Sénat, on va y venir, mais d'abord sur cette crise d'image, sur cette image un peu caricaturale, vieillotte, obsolète, masculine. Parlez-nous-en, Nadia. Oui, les sénateurs sont vieux, un peu paresseux et pas très regardants sur l'éthique. C'est pas moi qui le dis, ce sont les principaux griefs Agnès Canayer, ne lui en qui voulez sont pas. adressés aux sénateurs par leurs détracteurs. On va voir ensemble si c'est mérité ou non. Pour ce qui est de la fraîcheur, effectivement, on n'a pas affaire à des fœtus, c'est moins qu'on puisse dire. Près des 2/3 des sénateurs ont plus de 61 ans. Mais c'est vrai que la moyenne d'âge, elle a quand même sensiblement baissé. On est passé de 66 ans en 2014 à 62 ans aujourd'hui. On progresse. Expérience. Et puis, il y a cette idée que les sénateurs se protègent entre eux, se rendent des services. Idée alimentée par ce qui s'était passé en 2014, quand le Sénat avait voté, on s'en souvient, contre la levée de l'immunité parlementaire de Serge Dassault, dans le cadre d'une enquête sur des achats de voix et alors sur l'absentéisme, l'indolence même, qui sont souvent évoqués pour pointer l'inutilité du Sénat. Là, même avec la meilleure volonté du monde, c'est quand même très difficile à contredire. On va prendre un exemple en allant voir sur le site nossénateurs.fr quelle est l'activité de Jean-Noël Guérini. Alors, sur un an, il est intervenu 0 fois. Il n'a posé aucune question orale, n'a écrit aucune proposition de loi, peut-être, et n'est venu que 31 fois en commission. Alors, il y a des nouvelles sanctions, on le sait, qui ont été mises en place par Gérard Larcher, mais on peut se demander si elles vont assez loin, si elles sont assez contraignantes. Agnès Canayer, est-ce qu'on a vraiment tout fait pour restaurer l'image des sénateurs auprès de la population quand on voit que... Alors, tout fait, peut-être pas. Je pense qu'il y a encore des marges de progression. Néanmoins, sous l'impulsion... Ils mettent pas beaucoup du leur, pour se faire aimer. Sur cette histoire d'assiduité, quand même. Oui, mais parce que sur cette histoire d'assiduité, vous prenez un exemple particulier. Il y en a beaucoup d'autres. J'avais vraiment l'embarras du choix, si je peux me permettre. Mais non, mais depuis que les nouvelles mesures ont été mises en œuvre par Gérard Larcher, notamment de lutte contre l'absentéisme, les chiffres sont parlants. 85% des sénateurs sont présents lors des votes solennels, sont présents lors des questions d'actualité au gouvernement. Donc il y a un rétablissement quand même de la participation. Alors, on peut toujours progresser, hein. Tant qu'on n'est pas à 100%, on peut toujours progresser. Mais il y a quand même déjà un élan, il y a une volonté de renforcer, et on voit concrètement sur les bancs de l'Assemblée une présence réelle des sénateurs. Et vous savez ce qu'on dit, quand un sénateur ferme les yeux, c'est pas qu'il dort, c'est qu'il réfléchit. Ah bien sûr. Plus sérieusement, est-ce que le Sénat ralentit la fabrication des lois ? Oui, mais il permet aussi, une maturation de la réflexion. Donc là-dessus, c'est intéressant d'avoir deux chambres. Le problème, alors après, ça dépend du point de vue, c'est qu'il y a quand même une certaine consanguinité. C'est les mêmes partis politiques dans les deux chambres. C'est pas tout à fait la même sociologie, mais pas très loin. Et c'est pour ça que, on va peut-être le garder pour plus tard, pour la deuxième partie où on pense aux alternatives, mais c'est pour ça que nous, on pense qu'il faut le rénover radicalement. Avant, moi, je vais quand même essayer de défendre oui, en disant qu'elle permet quand même, justement, de ralentir, de pondérer, de complexifier quand il n'y a pas d'opposition. Aujourd'hui, par exemple, Emmanuel Macron, à part dans la rue, n'a pas d'opposition à l'Assemblée nationale consistante, et le Sénat pourrait en être une. Ou prenons un exemple, si nous avions un Trump élu en France, le fait d'avoir une chambre qui pondère les excès ou les tentatives de ce président serait précieux. Donc est-ce que ce n'est pas une sécurité d'avoir ça ? De toute façon, en cas de désaccord entre l'Assemblée et le Sénat, au final, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Donc, alors à quoi sert le Sénat ? Alors, il permet, dans certains cas, si je peux quand même défendre le Sénat, parce qu'on n'a rien non plus contre le Sénat en tant que tel. On trouve que c'est intéressant, on pense qu'il pourrait en faire quelque chose de plus intéressant. Mais ça permet de maturer un certain nombre de lois, mais je vous laisserai détailler. Dominique Rousseau. Oui, je pense que la question de la réflexion, du débat, elle existe à l'Assemblée nationale. Le travail, je dis bien à l'Assemblée nationale, au niveau dans les commissions, il y a un véritable travail qui se fait. Et la plus-value apportée par le Sénat me paraît, à cause de sa composition, pas important. On ne peut pas dire que c'est une chambre de réflexion, on peut dire que c'est une chambre de frein. Je voulais vous rappeler quand même que c'est le Sénat qui a bloqué pendant des années et des années le droit de vote pour les femmes. C'est le Sénat qui s'est opposé à la question prioritaire de constitutionnalité en 1990. C'est le Sénat qui s'est opposé au référendum sur les droits fondamentaux en 1984. Autrement dit, que vous le vouliez ou non, vous avez cette image. Victor Hugo disait il est interdit de mettre un Sénat le long de la République. Vous avez ce Sénat qui, par sa composition, par son histoire, reste... Alors, il y en a un justement qui veut aller vite, et plus vite pour légiférer, c'est le président de l'Assemblée nationale, François Rugy. Il l'a dit dans un discours, on le regarde.
Beaucoup de textes de loi mettent plus d'1 an entre le moment où ils sont présentés par le gouvernement et le moment où ils sont définitivement adoptés. Sans compter le temps préparatoire, en amont, qui est nécessaire d'ailleurs. Et cela nous amène parfois à 2 ans. Et donc j'ai compris que ça pose un problème démocratique. Agnès Canayer, est-ce que le Sénat va freiner ou ralentir ce projet d'accélération que François de Rugy appelle de ses voeux? Mais non, le Sénat appelle aussi de ses voeux à aller plus vite, mais à condition qu'on garantisse la qualité de la loi. Et le rôle du Sénat, c'est quand même aujourd'hui, moi je ne suis pas d'accord évidemment avec Dominique Rousseau, c'est vraiment pour moi une chambre de réflexion, et on le voit bien dans la qualité de la loi. Le Sénat régulièrement corrige des imperfections de la loi qui sortent de l'Assemblée nationale. Par exemple, je prends la loi égalité-citoyenneté. Égalité-citoyenneté, le projet à l'origine, 41 articles. Ça, c'était à la fin de la mandature de François Hollande, c'est ça? Tout à fait. Oui. L'Assemblée nationale a rajouté 177 articles. Le Sénat en a supprimé 79. Aujourd'hui, on considère que la loi est trop bavarde, trop technique. Le Sénat a quand même un rôle concret et améliore largement, et c'est reconnu, la qualité de la loi. Ensuite, sur être un frein, effectivement, ce n'est pas le cas, puisque si on regarde sous la précédente, les 3 dernières années, alors que le Sénat était majoritairement opposé à l'Assemblée nationale, 71% des lois ont été votées en termes identiques par les 2 assemblées. Et 63%, pour être concret dans les chiffres, des amendements qui ont été introduits par le Sénat ont été repris par l'Assemblée nationale. C'est bien parce qu'il y a un travail de fond qui est apporté par le Sénat. Alors vous, Jean-Luc Vingère, vous avez envie d'une approche totalement radicale. Vous avez fondé le collectif Sénat Citoyen. Vous considérez qu'il faudrait que les sénateurs soient tirés au sort? Oui, des citoyens tirés au sort, donc simplement il suffit d'être sur une liste électorale, donc d'avoir sa carte d'électeur. Tout le monde peut être tiré au sort. Donc tout le monde peut être sénateur. Tout le monde peut être tiré au sort. On respecterait un certain nombre de 3 règles simples que j'ai citées tout à l'heure, qui sont parité homme-femme, région de provenance et classe d'âge. Et tout le monde peut être donc compétent? Alors, compétent, il y a une formation qui s'accompagne forcément, on ne lance pas les gens comme ça, mais il y a une formation. Effectivement, on peut imaginer qu'il y a des gens qui seront plus ou moins à l'aise dans cette tâche-là. Est-ce que ce modèle est-ce qu'il y a déjà eu des expériences, des laboratoires dans d'autres pays ou... Oui, tout à fait, y compris en France. C'est-à-dire qu'il y a des jurys citoyens qui sont faits. Alors, c'est des expériences ponctuelles. Et avec moins d'enjeux. Avec moins d'enjeux, voilà. Mais ça, c'est important, la question de l'enjeu. C'est-à-dire que si vous donnez un enjeu et que vous donnez des responsabilités aux gens, ils vont travailler. Ça, c'est ce qu'on a pu constater. Ensuite, effectivement, un mode de désignation représentatif, c'est-à-dire où on va aller chercher des gens qui, d'habitude, ne s'intéressent pas à la politique, signifie aussi qu'il y aura plus de difficultés avec certaines de ces personnes pour comprendre les enjeux. Mais qui peut dire aussi aujourd'hui que si on pense à la contribution positive du Sénat, on admet qu'il y a une petite partie positive. Est-ce que tous les sénateurs travaillent vraiment d'arrache-pied? Enfin, voilà. Dominique Rousseau, on dirait un tiers démocratique, ce tirage au sort et constitutionnel. Le tirage au sort existe en droit déjà avec, vous le rappeliez, dans les cours d'assises, où on tire au sort les jurés, ils sont également formés et ils se prennent au sérieux, parfois peut-être plus que les magistrats, lorsqu'ils ont à rendre leurs arrêts ou leurs décisions. Donc le tirage au sort ne me pose pas de problème juridique ou constitutionnel particulier. En revanche, pour ce qui me concerne, je réserverai le tirage au sort pour le Conseil économique et social et environnemental. Je reviens sur cette idée. Dans une démocratie, il faut représenter les citoyens, c'est l'Assemblée, les territoires, c'est le Sénat, et il faut une chambre du long terme, une chambre de réflexion citoyenne, et cette chambre elle doit être composée, effectivement, au moins en partie, de tirage au sort. Donc pas au Sénat, mais au Conseil économique et social et environnemental. Alors, on va s'intéresser à un personnage dont on se demande ce qu'il penserait du tirage au sort. On ne sait pas s'il sera réélu dimanche. Il s'appelle Gérard Larcher. Il est important, c'est le 2e personnage de l'État. Si Emmanuel Macron glissait fatalement sur une peau de banane, eh bien, ce serait Gérard Larcher qui deviendrait le président de la République par intérim. Il faut y penser. Thibault Nolte s'attable avec Gégé. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Si les Français ont balayé la chambre basse du Parlement, le président de sa chambre haute incarne l'ancienne politique. Alors, faut-il mettre à jour Gérard Larcher. Gérard Larcher est un très vieux de la très vieille, un de Gaulâtre entré en politique à 16 ans pour n'en jamais sortir.
On l'a vu conseiller régional, président, vice-président, coprésident d'un tas de bidules, maire, 27 ans, ministre, sénateur, sous 15 premiers ministres. Et il en veut encore. Je le crois. En fait, en attendant les pigeonneaux, tu peux me mettre 1 ou 2 ortolans? L'élu des Yvelines veut garder la présidence du Sénat, le plateau, ses revenus ventrus et son resto gastro. J'ai kiffe la bouffe, la calorie, le gibier qu'il flingue lui-même le week-end à Rambouillet. Mioche, il était même bébé blédine, un trophée de gros avaleur de bouillie. Bébé blédine hier, papy tartine aujourd'hui. Brioche, chutney, foie gras, orange, bellota, un petit peu de loukoum pour clouter tout ça. C'est idéal pour patienter entre déjeuner et goûter. GG aime la campagne et faire campagne. Ripailler avec ses électeurs, parlementaires, maires, conseillers municipaux, régionaux et départementaux, arpenter fêtes locales, remise des prix, buffets et cérémonies agricoles. La terre ne ment pas. Et jusqu'ici, elle vote GG. Gilbert, on a oublié de goûter la tourte au sanglier du Père Dubois. Demi-tour. Bon, c'est 150 km. Tant pis, on y va parce que sinon il va voter pour l'autre, je le connais. Chasseur-pêcheur et vétérinaire, plus Minitel que Google, frôlé par un scandale financier concernant son adjoint, opposé à la perquisition du Sénat dans une affaire d'emploi fictif, le pastoral Larcher est un rescapé du dégagisme contemporain. La Constitution en ferait même le président si Macron était empêché. Le passé a peut-être de l'avenir. Après Camembert président, Gérard président. Non, c'est idiot. Merci Thibault Nolte. Jean-Luc Vergère, il y a un certain nombre de pays qui ont supprimé, qui ont accompli votre rêve, qui ont supprimé le Sénat, la Suède, le Danemark, Israël, la Nouvelle-Zélande. Est-ce que ça s'est passé de façon difficile? Est-ce que ces pays sont moins démocratiques? Alors, c'est pas mon rêve. Mon rêve, c'est plutôt d'avoir une assemblée citoyenne. Alors, désolé, je ne vais pas répondre à votre question. Une assemblée citoyenne tirée au sort et de lui donner un certain pouvoir. Alors, Dominique Rousseau, voilà. Est-ce que ces pays sont moins démocratiques parce qu'ils n'ont plus 2 assemblées? Non. On ne peut pas dire que la Suède est moins démocratique que la France ou que le Danemark est moins démocratique que la France. Non. Et je rappelle encore une fois que la République a fonctionné 1791-1848 avec une seule assemblée. Agnès Canayer, quand vous entendez ces critiques quand même répétées de cette Chambre, est-ce que vous considérez qu'il faut y avoir une révolution très importante dans l'image pour que les Français acceptent d'avoir des sénateurs encore longtemps? Non, pas forcément, parce que si j'écoute et je lis les derniers sondages où 57% des Français sont pour le maintien du Sénat et simplement 23% contre, je me dis que le Sénat, effectivement, n'a pas une image aussi négative que cela auprès de l'opinion publique, que certes, le Sénat travaille, c'est le premier, il était avant l'Assemblée nationale sur les réseaux sociaux, il travaille sur son image pour mieux faire connaître le travail des sénateurs. Il y a sûrement encore du chemin à faire. Mais pourquoi il y a une si grande indifférence avant ces élections qui ont lieu dimanche dans l'opinion publique? Est-ce que mais il n'y a pas eu de primaire, il n'y a pas de primaire, il n'y a pas de... C'est les élus. Rien de spectaculaire et tout est à huis clos. Tout est en huis clos et tout est opaque. Donc. Puis les citoyens sont déjà fatigués par les grandes périodes électorales qu'on a connues au début 2017. Et je pense qu'effectivement... Et à l'Assemblée nationale, quand il y a une élection législative, c'est l'opposition ou la majorité. Au Sénat, vous ne savez pas exactement. Là, ça sera le en même temps, oui. La majorité va être fluide en fonction des textes. On ne pourra pas dire que Macron a fait main basse sur le Sénat. Exactement. Mais vous confirmez? Tout à fait. Très bien. Le Sénat est constructif. Le Sénat est constructif. Constructif. Ce participe à l'élaboration de la loi. Ce sera le mot de la fin, dans quelque sens qu'on le prenne. Merci à tous les trois. Dans un instant.